RH. Code RH. C'est sur Cocody FM tous les samedis de 11h à midi. Code RH, c'est votre émission qui vous ouvre l'univers des professionnels de la fonction ressources humaines à travers ses rubriques pour accompagner les jeunes diplômés et les salariés en recherche de nouvelles opportunités dans leurs projets. Code RH, c'est le talk show radio des professionnels des ressources humaines pour décoder les meilleures pratiques des meilleures entreprises. Parce qu'ici, c'est Cocody. Cocody FM. Notre invité du jour, Yves Roland Aliman, c'est un professionnel aguerri de la fonction ressources humaines. Quand on le voit, il est DRH. Quand on le voit, même on sait déjà. Il est DRH d'une multinationale. On sent que le quotient intellectuel est développé. Il nous le dira tout à l'heure. Bonjour Yves. Bonjour Charles. En tout cas, merci de nous rejoindre sur Cocody FM. Yeah. Ta radio, notre radio. Ici, c'est Cocody et je sais que tu as une histoire particulière avec Cocody. C'est pour ça que tu nous rends très heureux ce matin. Dis-nous un petit mot. Mais merci Charles et merci à toute l'équipe, Parker, Joseph, les voyants, de m'accueillir dans cette magnifique radio, sur cette magnifique station. Charles, comme tu l'as dit, on a tous une histoire particulière avec Cocody. Vu que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je tairai la mienne. Mais je suis très heureux d'être en compagnie de l'auditeurs aussi et j'espère qu'on passera un bon moment de partage sur les questions ressources humaines qui nous sont très chères. C'est notre partenaire. Il est partenaire de Nemani et je lui dis merci. Il nous a fait le plaisir il y a quelque temps d'animer nos émissions en télé. Donc merci encore Yves de nous faire bénéficier de ton expertise et de nous démontrer chaque jour que et la fonction et le capital et ces jeunes diplômés que vous ne cessez d'accompagner à travers les actions que vous posez compte pour vous, compte pour la commune, compte pour la Côte d'Ivoire. Merci encore à toi. Alors Charles, on va donner le contenu, le chronogramme de cette émission de ce jour. Ok, d'accord. Ouais. Alors Parker, aujourd'hui, c'est une émission particulière. D'accord. Pourquoi elle est particulière? Parce que avec Yves, on va parler d'un aspect qui est important. D'accord. Le sujet qu'il va aborder est très important. D'accord. Et je pense que autant nous, professionnels, que les auditeurs et également les candidats en recherche, ils vont prendre note. J'ai reçu des questions parce que le sujet a intéressé. Et nous allons donc démarrer avec notre petit focus sur les dispositions au sein de son organisation face au nouveau coronavirus. Et on va amorcer le sujet du jour qui concerne les nouveaux systèmes de rétention dans les organisations. C'est important puisque l'entreprise dans laquelle Yves Aliman exerce a une envergure sous-régionale, même disons internationale. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où les mouvements entre les diplômés d'une entreprise, d'une organisation à une autre sont nombreux. Donc, il est important pour nous de savoir comment aujourd'hui des organisations comme celle dans laquelle exerce Yves Aliman mettent en place des dispositifs pour retenir. C'est quoi un système de rétention? C'est quoi un système de rémunération? Et ce sera justement l'objet de la partie coaching online où il va nous parler en situation de recrutement de la question que tout le monde attend. Quelle est votre prétention salariale? Lui, en tant que professionnel, comment il aborde cet aspect-là quand il est en situation de recrutement? Ce sera l'objet du coaching online. Mais aussi, pour ce qui concerne le lexique RH, nous allons aborder la question du système de rémunération. Du système de rémunération. Exactement. Donc, voici un peu le programme. Et nous allons avoir des interactions avec des auditeurs qui nous appelleront. Exactement. Et nous allons finir certainement avec un appel en direction de Rachel, notre coach qui va nous informer, je l'espère qu'elle sera disponible, le 25 juillet prochain pour tous les auditeurs qui nous suivent depuis le 1er juillet. Nous allons, comme on l'a fait en juin, appeler en direct un auditeur à qui nous allons faire un coaching sur son CV et puis critiquer son CV pour lui donner l'opportunité de l'améliorer et puis affronter avec plus d'armes le monde du travail. Voici un peu le programme. Voilà, je pense que là, c'est bien dit.
Alors, je vais me tourner vers Yves. Cher Yves, dis-moi un peu, le secteur d'activité dans lequel tu exerces, c'est lequel déjà? Merci Charles. Donc l'entreprise dans laquelle je suis exerce dans le domaine de l'agro-industrie. Donc nous avons un volet agricole qui consiste à l'achat de matières premières agricoles. Donc achat, ensuite exportation d'une partie de ces matières premières agricoles et une autre partie qui est transformée localement en produits qui sont également destinés à l'export. Donc voilà, nous sommes dans les domaines stratégiques pour le gouvernement ivoirien. Donc c'est les domaines du café, du cacao, du coton, de l'anacarde et de l'EVA. D'accord, c'est super. Alors, justement, dans le cadre de cette activité, c'est sûr que vous avez recours à beaucoup de main-d'œuvre, qu'elle soit locale, la workforce, la middle, le top management. Alors, aujourd'hui, votre staff, il est de à peu près quel effectif? L'effectif total pour les salariés de l'entreprise, salariés directs de l'entreprise, est à 1275 à fin juin. Et nous avons, en fonction des saisons, entre 4000 et 5000 travailleurs temporaires, permanents, intérimaires, qui nous aident dans nos activités. Et donc on va dire qu'on a globalement un peu plus de 5000 personnes dont l'activité professionnelle est directement ou indirectement liée à celle de la structure. D'accord. Et ça m'amène à poser la question, puisqu'on ne va pas faire l'économie de la situation de la pandémie du nouveau coronavirus. Vous utilisez de la main-d'œuvre, vous travaillez sur des aspects stratégiques de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu le nouveau coronavirus. Forcément, comme toutes les entreprises, toutes les organisations, vous avez été impactés. Quelles sont les actions qu'en tant que professionnel tu as pu mettre en œuvre, et puis quel est le regard du professionnel après cette situation-là, avec un recul? Alors, à l'avènement donc de la situation, nous avons décidé au niveau local, parce qu'il y a également des directives qui nous viennent du groupe. Nous appartenons à un groupe international, donc nous avons des décisions et des activités qui sont faites en coordination avec le groupe. Donc au niveau local, nous avons mis en place un comité de crise pour pouvoir gérer la pandémie. Donc le comité de crise a pour mission principale de définir la stratégie pour l'ensemble des filiales de la société en Côte d'Ivoire, de faire une veille avec les autorités sanitaires, mais aussi toutes les sources d'informations possibles pour adapter donc la stratégie qui sera mise en place, et qui a également pour mission de communiquer avec l'ensemble des employés et des partenaires pour assurer la synergie au niveau des activités, des actions à implémenter sur le terrain. Donc c'est un organe de coordination essentiellement et de décision. Et les premières décisions qui ont été mises en application, c'est la prise de température à l'entrée de tous nos sites pour tous ceux qui rentrent sur le site, que ce soit les employés, les partenaires, les clients, les fournisseurs. Nous avons également mis en place un dispositif de lavage de mains approprié, avec l'aspect principal qu'il fallait éviter le contact physique entre le dispositif et les utilisateurs. Nous avons également distribué des masques à l'ensemble de nos salariés. Donc au départ, c'est des masques de type chirurgicaux, et la seconde distribution a concerné des masques lavables et réutilisables pour aussi répondre à nos objectifs de préservation de l'environnement. Tout à fait. Voilà. Donc, et ces dispositions sont valables pour nos sites, mais aussi pour les bus de ramassage du personnel. Donc, autant les mesures sont importantes à l'entrée des sites, autant les mesures sont importantes lors du transport du personnel, parce que nous sommes soucieux de ce que lorsque les personnes viennent travailler chez nous, elles puissent repartir saines et sauves dans les familles. D'accord. Alors là, j'ai une première question comme la dernière fois. Quelqu'un me demande, est-ce que ton organisation a recruté? Parce que nous sommes en direction d'auditeurs qui sont sur le chemin de l'insertion professionnelle. Eux, ils regardent le marché du travail. D'accord? Chaque fois qu'ils apprennent qu'un DRH passe sur les antennes, ce qui les intéresse, c'est de savoir, nonobstant le fait qu'on ne parle pas forcément de l'organisation, c'est de savoir, est-ce que cette organisation-là, elle recrute? Donc, est-ce que vous avez recruté? Est-ce que tu as recruté au cours de cette période-là, Yves?
Je suis très d'accord avec ta question, Charles. Les auditeurs pourront vérifier sur LinkedIn que cette semaine et la semaine précédente, nous avons posté les offres. D'accord, c'est intéressant. Ok. Cette semaine également, nous avons diffusé 2 offres aux candidats qui avaient été retenus. Et cette semaine, nous avons accueilli 2 nouveaux collaborateurs dont les recrutements avaient été finalisés quelques semaines auparavant. Donc, l'activité de recrutement ne s'est pas arrêtée pour autant. C'est clair que les méthodes et les outils utilisés ont dû être adaptés. Nous avons opté pour des interviews via Zoom Call ou via Teams Meeting, plutôt que des interviews en présentiel. Seulement qu'on fait à la fin du cycle, donc c'est vraiment le dernier round qu'on fait en présentiel. Mais ça n'a pas forcément empêché qu'on continue de déployer notre stratégie de recrutement. Il est aussi évident qu'on a dû observer une pause pendant quelques temps pour voir comment la situation évoluait, parce qu'il ne s'agit pas non plus de mettre à risque et les candidats mais aussi les collaborateurs. Et quand on a été capable de maîtriser tout l'écosystème de notre process de recrutement, nous avons repris les activités et on continue aujourd'hui à recruter pour pouvoir combler les besoins des différents business que nous avons. D'accord, ok, c'est super. Je sais qu'on reviendra tout à l'heure à l'aspect recrutement, puisqu'on va parler dans le volet coaching online de la question que tout le monde pose. Je voyais Lynn trépigner tout à l'heure quand je parlais de ça. Et donc on reviendra là-dessus. Alors moi, ce qui m'intéresse là maintenant, parce que recruter c'est une bonne chose, tu ne me diras pas le contraire, mais la question c'est de retenir ce qu'on a recruté. Alors le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est les nouveaux systèmes de rétention dans les organisations. Alors qu'est-ce qu'un système de rétention déjà, Yves? Et puis qu'est-ce que vous mettez en place pour retenir le staff que vous recrutez? Merci Charles, c'est une question centrale que tu poses, parce que tous les DRH et toutes les organisations ont pour cauchemar commun la question de s'assurer que les talents qu'on a identifiés ne soient pas recrutés par d'autres entreprises ou par la concurrence, de faire en sorte que leur mission au sein de l'entreprise soit la plus longue possible pour qu'ils puissent délivrer les résultats qu'on espère, et que les investissements qu'on a fait justement dans les recrutements mais aussi dans leur développement puissent impacter les résultats de la société. Si une entreprise de type privé investit, c'est bien entendu parce qu'elle attend un retour sur investissement. Donc c'est une question centrale. Je ne vais pas me hasarder à donner la définition de la rétention, mais si je devais donner mon avis sur la question, j'aborderai la rétention ou le système de rétention comme un ensemble de mécanismes et un ensemble de mesures qui ont pour objectif final de fidéliser un salarié dans l'entreprise en améliorant les conditions de travail, en offrant des avantages financiers ou non, et en créant surtout des conditions de maintien de leur motivation pour l'entreprise. On va reprendre, parce que tu as touché 3 points qui nous interpellent. Là, j'ai une question qui vient de descendre, donc tu as touché 3 points. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Donc, je disais que les systèmes de rétention sont un ensemble de mesures, de mécanismes ou de dispositifs qui permettent à une entreprise de fidéliser ses salariés, en améliorant les conditions de travail, en offrant des avantages qui peuvent être financiers ou non financiers, mais en créant surtout des conditions pour que ces salariés-là puissent avoir leur motivation toujours au même niveau, à un haut niveau. D'accord, ok. Alors, donc moi j'ai retenu, je pense que vous aussi, 4 points. D'accord. Premièrement, l'objectif c'est fidéliser. Donc, on identifie des talents, on les fidélise. Ensuite, on crée des conditions de travail en peut-être rajoutant des avantages ça et là. Également, on met en place un système de motivation, d'accord, pour que justement ces conditions-là ne soient pas uniquement celles qui vont les retenir. Est-ce que le salaire, avec ton expérience, finalement, est-ce que le salaire c'est quelque chose de primordial quand on recrute un candidat? Est-ce que pour les candidats en général, ce qu'ils mettent en avant, c'est le salaire? Alors, c'est une question qui me ramène à des souvenirs un peu drôles. Vous trouverez rarement des candidats qui en entretien vous diront que la raison pour laquelle ils viennent chez vous, c'est le salaire. Ils vont tous vous dire, je viens pour les challenges,
je viens parce que l'entreprise fait partie de l'entreprise dont je rêvais, je viens parce que vos produits, vos services cadrent avec ce que je voulais faire. Mais en réalité, à la fin, il faut qu'on négocie pour le salaire. Tout à fait. Voilà, donc le salaire est une composante importante dans la relation de travail. Est-ce que le salaire est suffisant pour retenir un collaborateur? Je dirais oui et non. Mais oui à seulement 20-25% et non dans 75% des cas. Ce qui fait qu'un salarié reste dans une entreprise, en réalité, c'est parce que l'entreprise est capable de lui permettre de réaliser ses besoins ou de réaliser ses aspirations. Donc si vous avez un candidat qui est guidé par l'argent, par le salaire, en lui offrant le salaire qu'il estime, il restera avec vous. Parce que vous aurez répondu à son besoin principal, qui est de gagner toujours plus. Et si vous avez des candidats qui espèrent, par leur position actuelle, s'épanouir professionnellement et par le travail qu'ils font, avoir une assise sociale ou développer leur expertise, ces personnes-là, ce n'est pas le salaire qui va les retenir. Il faudra autre chose. Donc le thème a été très bien identifié quand on parle de nouveaux mécanismes. Parce que pendant longtemps, on a pensé que le salaire pouvait régler toutes les questions liées à la rétention et on s'est vite rendu compte que ce n'était pas le cas. D'accord. Alors, ça me fait poser une question à notre ami ici. Pour vous, hein, en tant que candidat, d'accord, est-ce que le salaire, c'est important? Il est important dans un process? Oui, le salaire, quelque part, je pourrais dire qu'il est important. D'accord. Il est important dans ce sens où il permet à l'individu qui le reçoit de temps en temps se déplacer pour répondre toujours aux besoins de son entreprise. C'est ça. Dans cette condition-là, moi je trouve qu'il est très important. Maintenant, dans le deuxième sens, on peut peut-être dire qu'il n'est pas important dans un autre sens. Vous êtes prêt à travailler gratuitement pour une entreprise? Non, c'est pas ça, je réponds. On ne peut pas travailler gratuitement pour une entreprise, ça ne peut pas exister, ça n'existe pas. Parce que depuis la nuit des temps, on n'a jamais dit que quelqu'un a travaillé gratuitement pour une entreprise. Hein. D'accord. Lynn, est-ce que pour toi, le salaire c'est important, hein, dans un environnement de travail? D'une part, le salaire est important et de l'autre part, l'expérience. Voilà, ça dépend. Quand tu vas dans une entreprise, ça dépend de ce que tu allais chercher dans l'entreprise. Si c'est une très grande entreprise que tu convoitais depuis longtemps, quand tu vas, tu cherches l'expérience. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton CV? Voilà. Maintenant, si tu as déjà travaillé, tu as déjà été peut-être directeur dans une autre société, ton CV est déjà bon. Quand tu vas dans une autre entreprise, tout ce qui t'intéresse, c'est le salaire, comment gagner ta vie et tout. Donc, pour moi, d'une part, le salaire, d'une autre part, l'expérience. D'accord. Alors, donc, le salaire, si je comprends très bien, il est important. Alors, oui. Yves, on a parlé du salaire, mais tu as aussi abordé la question des avantages. Est-ce que dans l'approche nouveau système de rétention, on pourrait parler de ces avantages-là qui peuvent permettre à une compagnie, parce que tu n'es pas, je passe sous ton contrôle, hein. Aujourd'hui, les jeunes ne font pas carrière. Avoir un jeune diplômé dans plusieurs secteurs d'activité, hein, qui fait 7 ans, plus que 7 ans dans une organisation, ben, il faut vraiment se lever très tôt. N'est-ce pas, Yves? Oui, malheureusement ou heureusement, je ne saurais pas le dire, mais on constate tous qu'il y a une très forte propension à la mobilité. Et justement, le défi pour les organisations, c'est de retarder cette mobilité à l'extérieur du mieux qu'on peut. Et d'où justement la question de la rétention et des systèmes qu'il faut mettre en place pour y arriver. Exactement. Ouais, je pense que là c'est bien dit, c'est bien clair. Et ce sont des réponses qui nous permettent aussi de comprendre que les ressources humaines, on peut le dire ainsi, c'est une branche. C'est une branche parce que ça permet à une entreprise de pouvoir s'appuyer sur cette branche-là, de pouvoir gérer les choses de l'entreprise. Et quand c'est comme ça, c'est bien. On a toujours la présence de Joseph Dadier, la présence de Lynn Andradirier, la présence du Valère Leonardo. Une question d'un Leonardo? D'accord, c'est parti. Bon, alors, avant
désolé. Avant ma question, ce que je voulais dire tout à l'heure, M. Alima, et puis en compagnie de M. Diem, a abordé le volet salaire. On ne va pas tricher. Hein. Quand on va dans une entreprise pour travailler, c'est pour avoir un salaire conséquent. Parce que quoi qu'on dise, chacun de nous aimerait ici avoir une surface financière respectable. Donc je veux dire, le volet salaire, à mon sens, est très important. Quand on va dans une entreprise, quel que soit le niveau, on va dire, de l'entreprise, mais quand on n'a pas la ressource financière nécessaire, forcément, c'est pas. En tout cas, on travaille pour avoir un salaire conséquent. C'est ce que moi, je voulais dire. Maintenant, la question que je veux poser à M. Alima, bon, il est quand même le DRH d'une grosse firme qui s'appelle Olam. Et il est le DRH d'une, on va dire, de la sous-région. C'est une grosse responsabilité. Ça, il faut le dire tout de suite. La question que je veux lui poser, par rapport à ces grosses responsabilités-là, j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce qui retient véritablement de cette profession de DRH? Et puis, quels sont, selon lui, les avantages liés à la fonction et puis les inconvénients aussi? Parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients, forcément. Donc, M. Aliman, dites-moi, quels sont les avantages et les inconvénients à être à une telle fonction de DRH? Ça c'est une vraie colle, ça. C'est une vraie colle, hein, mais rapidement pour laisser M. Aliman s'exprimer, je revenais un peu à ce que Joseph Tati disait. C'est pour dire tout simplement que pour avoir un salaire, il faut avoir une expertise à vendre. C'est ça en fait le truc. Parce qu'on ne vient pas comme ça pour dire que oui, moi, par rapport à ce que les gens ont dit de moi, eh bien vous connaissez mon nom, voilà, moi je prétends avoir un salaire de 400 000, 500 000, maintenant il faut avoir une expertise à vendre, il faut qu'on puisse la voir, il faut qu'on puisse la sentir, la ressentir, il faut qu'on puisse se dire que oui, ce mec-là, si on le met dans ce département-là, il va assurer le travail. Tout à fait. Et à partir de là, on peut dire que oui, on a bien fait de lui donner le poste, quoi, en fait. C'est ça. Et il mérite son salaire. Donc je voulais juste ajouter ce temps-là à la question de notre je sens que ça trépigne là, donc il tu patientes, tu gardes ta réponse. Alors Joseph, vas-y. Le principe, c'est qu'on défend ici, c'est pas seulement le salaire. D'accord. On dit derrière le salaire, il y a une expérience qui vient derrière. C'est de cette expérience qu'on veut parler. Le salaire, il est certes important, mais il y a une expérience qu'il faut aussi avoir en entreprise. Sinon, on ne conteste pas le fait que on doit forcément connaître ce qu'on connaît. Non, on vient avec un petit savoir. Et c'est ce savoir-là maintenant qu'on met à profit pour acquérir une autre expérience. D'accord, ok, c'est super. Merci. Parce que je voulais détailler. Merci. C'est bien dit. Quand un individu vient dans une entreprise sans expertise à vendre et que l'entreprise doit le former, là c'est un autre cas. Justement, pendant qu'il est en train d'en parler, c'est ça la question. On forme des jeunes diplômés, des talents, et puis ils partent. C'est ça. Et donc la vraie question, c'est ça. Et si l'entreprise doit former, de quel salaire parle-t-on alors? De quel salaire parle-t-on? Merci Parker, j'ai vraiment apprécié ton intervention parce que j'ai entendu dans les mots que tu as utilisés et dans la logique que tu appliques de l'expertise ressources humaines, je t'en félicite. Ouais, merci. Voilà. Parce qu'en réalité, le salaire est censé être la contrepartie du travail que l'employé fournit. Ce travail, il ne pourra le réaliser amplement que s'il dispose des compétences nécessaires pour le faire. Donc en réalité, ce qu'il vend, c'est son expertise. Ça veut dire qu'à différents niveaux de maturité de notre expérience professionnelle, notre prétention salariale doit être adaptée. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de candidats qui, dès qu'ils sortent de l'école, pensent qu'ils vont toucher 1 million par mois, alors qu'ils ne savent rien faire. Ils ont un diplôme, c'est vrai, mais ils n'ont pas encore de métier. Ils ont des connaissances théoriques, mais ils n'ont pas de pratique, ils n'ont pas de métier. D'accord? Mais ils confondent tout ça. Aujourd'hui, quand vous demandez à un jeune de se présenter, il va vous faire l'éloge de son école. Et des matières. Et des matières qu'il a eu à apprendre à l'école. Mais dans ta classe, cher ami, c'était une promotion. Il y avait peut-être 20, 30 personnes.
Qu'est-ce qui fait que je te prends toi et pas les 29 autres? C'est ça qui m'intéresse moi en tant que recruteur. Si je veux du diplôme d'une école en particulier, ben je prends un salarié de mon entreprise, je le vois dans cette école-là, il en ressortira avec un diplôme. Qu'est-ce qui fait que je te recrute toi? Qu'est-ce que tu m'apportes? Quelle est ta valeur intrinsèque? C'est ça qui fait la différence entre deux candidats. Et ça, beaucoup de jeunes en quête d'emploi ne le comprennent pas. Donc, premièrement, c'est qu'est-ce qu'on a à vendre, cette expertise dont Parker parlait, qu'est-ce qu'on a à vendre. Et si cette expertise n'est pas développée, il y a autre chose qu'on peut mettre en avant, c'est son potentiel. Sa capacité d'apprentissage, sa curiosité, le fait de ne pas compter ses heures de travail. Voici un autre problème. Les gens qui cherchent du travail, qui estiment qu'ils vont se dévouer à la tâche, ce sont ceux qui arrivent après l'heure, et dès qu'il est l'heure, ils ferment leur ordinateur et ils s'en vont. Voilà. Qu'ils aient fini, qu'ils n'aient pas fini. Quand on est en phase d'apprentissage, on ne compte pas ses heures. On apprend jusqu'à ce qu'on sache ce pourquoi on évolue. Voilà. Et c'est là où l'une a raison. Quand on va dans une entreprise, on a un objectif. L'objectif peut être financier, on va l'avoir ou pas. L'objectif peut être acquisition d'expérience, on va l'avoir ou pas aussi. Mais la vraie raison, c'est comment est-ce que chacun se positionne et quels sont les moyens qu'il est capable de mettre en œuvre pour y arriver. Il y en a qui veulent tout, avoir une grosse voiture, un poste de directeur, avoir des salaires comptés en millions. Mais en contrepartie, si vous leur demandez ce qu'ils peuvent offrir, il n'y a pas grand-chose. En contrepartie, comme il dit, il n'y a pas grand-chose, justement. Alors, merci Yves. Je pense que Leonardo a posé une question. Je souhaiterais que tu lui répondes brièvement. Et puis, on reviendra sur notre approche. Mais c'est excellent, hein, la réponse de M. Aliman, c'est excellent. Rien à dire, franchement, c'est magnifique. On a la DG de Radio Cocody FM qui nous écoute et qui vous félicite pour vos réponses. Merci à elle et prompt établissement à elle. Nous sommes là pour elle. Merci Parker. Bon, en fait, le doyen Leonardo veut me poser une colle en public. Si vous pouvez faire je vais essayer de répondre. L'un des avantages à être à la tête d'une institution, d'une organisation aussi importante, c'est en premier lieu avoir l'honneur de se faire inviter sur le Cocody FM. C'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. D'accord. Bien entendu, cela nous permet d'avoir beaucoup de contacts. La dimension de l'entreprise et la taille des effectifs nous donne une variété d'expériences, parce que pouvoir répondre aux sollicitations d'autant de personnes et leur permettre de continuer à délivrer les résultats qui sont attendus nous demande beaucoup de puiser dans nos ressources pour pouvoir y arriver. Donc c'est un apprentissage continu pour ma part, pour moi-même et pour l'ensemble de mes collaborateurs. Et ça nous permet de nous enrichir chaque jour un peu plus. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est moi qui bénéficie de la collaboration avec tout ce monde-là, parce que chaque jour j'en apprends davantage. L'inconvénient ou les inconvénients qu'on pourrait avoir, c'est parfois la perception qu'on a de l'organisation ou des revenus qui sont de l'extérieur. On s'est dit, ok, si ce monsieur est à ce poste, il a certainement beaucoup de pouvoir. Donc, premièrement, il peut recruter tout ce qu'on va lui envoyer. Alors que très souvent, les DRH ont du mal à le faire. Et comment Chacun sait de quoi je parle. D'accord. Donc, beaucoup de sollicitations de cet ordre-là, pour lesquelles il faut répondre et rester ne pas être maladroit dans la réponse non plus, parce qu'on a une relation à maintenir avec ces personnes parfois. L'autre inconvénient pourrait être également l'appétit de nos concurrents. Nos concurrents se disent, c'est une grande boîte, il y a certainement des personnes de qualité à l'intérieur, donc si on a un besoin, c'est là qu'il faut aller chercher. Donc on est constamment en train de se battre pour justement répondre à la problématique du thème d'aujourd'hui, pour faire en sorte que l'organisation dispose de façon permanente des personnes en qualité et en quantité pour pouvoir réaliser ses objectifs. Je ne vais pas m'étaler davantage sur les inconvénients, mais je pense que brièvement, pour répondre à ta question, doyen,
ce sont les éléments que je peux apporter. Ok, donc bonne transition. Justement, Yves, merci d'avoir ouvert. Avec votre permission, je dois dire à M. Aliman qu'il est très persuasif. Et ça, c'est vraiment c'est une qualité principale qu'un DRH doit dégager. Ses réponses sont claires et nettes. Et franchement, je voudrais le remercier de la clarté avec laquelle il nous donne ses explications. Merci, M. Aliman. Merci, Brian. Merci à toi, Super, Leonardo. voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Justement, et c'est une très bonne transition puisque moi je veux qu'on revienne, on se recentre sur notre sujet. Alors, Yves, on est en pleine situation de recrutement, d'accord? Le salaire c'est une chose, mais quels sont les autres éléments qui entrent dans ta démarche pour retenir ce talent que tu es en train de vouloir copter dans ton entreprise? Parce que comme tu l'as dit, il y a malheureusement la concurrence qui regarde en face et qui dit ah mais c'est une très grosse organisation, donc il y a les compétences que je cherche là-bas, donc je ne fais pas d'effort, je me positionne et puis je pioche et puis je fais moi mon business. Alors qu'est-ce que toi tu mets en place en dehors du salaire, puisque dans tous les cas tu ne me diras pas le contraire, autant que possible les niveaux de salaire s'égalisent plus ou moins. Mais quel autre aspect tu mets dans la balance pour retenir le staff que tu recrutes? Alors, on a différentes approches. Ça, c'est une question intéressante. Vraiment intéressante. On a différentes approches dans notre démarche vis-à-vis des salariés. Bien entendu, il y a le salaire qui peut avoir plusieurs composantes. Chez nous, il y en a plusieurs. Il y a une partie fixe et une partie variable. Donc, la partie fixe, c'est ce qu'on va appeler le salaire qui permet à l'employé de couvrir les charges habituelles et de pouvoir répondre aux exigences de son poste. Et une partie variable qui est le résultat de sa contribution à la performance de la société. Ça veut dire que si l'entreprise gagne de l'argent, c'est parce que les salariés qui y sont ont bien travaillé. Donc, ils doivent également être récompensés pour cette performance-là. C'est ça. Okay. Donc, il y a une partie variable qu'on appelle le bonus, qui est calculé souvent des mécanismes qui peuvent différer d'une entreprise à une autre. Et donc, ça, c'est un élément de différenciation parce que toute entreprise en Côte d'Ivoire ne donne pas forcément de bonus à leurs salariés. Oui, effectivement. Donc, premier élément, déjà dans le salaire lui-même, il y a un élément de différenciation. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on met en plus autour, en dehors du salaire? Mais en dehors du salaire, il y a des avantages qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de standards, notamment tout ce qui est relatif à la couverture maladie, qui est de plus en plus utilisé sur le marché. Donc vous trouvez très peu d'entreprises aujourd'hui qui n'offrent pas d'assurance à leurs salariés. Donc nous le faisons aussi. Après, l'assurance peut avoir des formules différentes qui peuvent être plus ou moins attractives. Donc on a des taux variables qui vont de 70 à 100%. Les taux peuvent être modulés aussi par niveau. Okay. Plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de responsabilités, plus le taux peut être plus important. Ou alors on peut faire le choix d'avoir un taux égalitaire pour tout le monde, peu importe le niveau de couverture. Donc ces avantages également sont proposés. Après, on a des avantages qui sont liés au statut des salariés. D'accord. Notamment, je pense aux véhicules qui peuvent être proposés. Donc, en fonction du niveau de responsabilité, on peut avoir des types de véhicules qui sont proposés. Donc, plus on monte dans la hiérarchie, plus on a des véhicules qui sont bien. Qui sont bien, d'accord. Alors, justement, parlant des véhicules, Yves, est-ce que vous avez un système de car plan? C'est-à-dire, comment est-ce que vous abordez la question? Vous financez complètement l'acquisition, vous participez à l'achat, ou alors c'est complètement différent? Oui, on a un système de car plan qui existe chez nous. On a même deux systèmes qui cohabitent. On a un système de car plan et on a un système de véhicule opérationnel. Ok. D'accord. Donc, le car plan permet donc aux salariés d'acquérir des véhicules pour leur compte. Ces véhicules-là leur reviennent à la fin du plan, contre une participation de 20% à peu près de la valeur du véhicule. Et ça permet donc de choisir la voiture de ses rêves.
je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais on est très à l'aise d'être dans cette voiture-là parce que c'est nous qui l'avons choisi. Contrairement à d'autres types d'organisations où les véhicules sont standardisés. On dit par exemple pour les chefs d'agence, on donne tel type de véhicule. On ne va pas faire de publicité. Si, j'ai appris à quelques minutes. Merci. Ok, donc on peut ne pas aimer la voiture, mais c'est celle-là que l'entreprise nous donne, donc on est obligé de faire avec. C'est ça. Ça veut dire que là, si vous prenez 2 salariés dans cette situation, les 2 bénéficient du même avantage, ils ont une voiture, mais il y en a un qui est plus content que l'autre. Donc naturellement, il y en a un qui est préconditionné à rester plutôt que l'autre. Ah, ça c'est un élément différenciant, effectivement. C'est un détail important. Exactement. Conduire la voiture de son choix et conduire une voiture, ça ne procure pas le même plaisir. Absolument. En tout cas, Conduire la voiture de son choix et conduire une voiture ne procure pas tous les deux le même plaisir. Ça c'est bien dit. Parole de DRH. Merci. On va l'esprit en lettres d'or à l'entrée de toutes les entreprises qui vont nous faire le plaisir de nous recevoir. Merci Yves. Oui, vas-y. Merci Charles. Donc les moyens de déplacement peuvent être utilisés comme des effets de différenciation. Bien entendu, c'est avec ou sans allocation carburant. Dans certaines entreprises, en fonction du niveau de responsabilité, on peut avoir un chauffeur. Là où d'autres n'en donnent pas, par exemple. Donc, ça peut également, ça participe du statut social. Quand on a à l'arrière d'une voiture, ça fait un peu bon. Toi, tu aimes te faire conduire? Non. Je préfère conduire moi-même. D'accord. Oui, on pourrait penser cela, mais après, il y a les choix personnels aussi. Bien sûr, ça c'est vrai. Il y a les choix personnels. on se sent mieux. C'est comme l'adage qui dit que pour qu'un travail soit bien fait, il faut le faire soi-même. Exactement. C'est un peu ça. Des fois, c'est mieux de conduire soi-même. Des fois, c'est mieux de conduire soi-même. C'est super, c'est vraiment intéressant. Des moyens de mobilité et à côté de cela on a d'autres éléments qui permettent de faire la différence. Ça peut être des participations aux actions de l'entreprise est cotée en bourse ou pas. Ça peut être des quotes-parts ou des réductions qui sont offertes sur les produits de la société. D'accord. C'est soit des participations, soit des réductions qui sont offertes ou simplement des dotations gratuites. Certaines entreprises en Côte d'Ivoire offrent des dotations gratuites des produits qu'ils fabriquent à leurs employés, une dotation mensuelle. Ça permet de rapprocher le salarié de son entreprise, d'accord. Mais pas seulement le salarié, sa famille aussi. La famille a le sentiment de bénéficier de ce que le père ou la mère fait en tant que travail, parce qu'elle peut le percevoir, elle peut le toucher tous les mois. Okay, donc ces éléments-là permettent de renforcer le lien vis-à-vis de l'entreprise. Donc voilà, il y a plein de mécanismes comme ça. Si je devais tous les citer, on ne finirait pas les J'imagine. Alors, il veut poser une question, je pense. Oui, il y avait plein de questions, mais il a déjà répondu à presque toutes les questions. Donc, ma dernière question, c'est de savoir, vous avez parlé d'avantages. Est-ce que les avantages aussi sont, c'est vrai que c'est pour les employés, pour ceux qui travaillent, mais est-ce que ces avantages-là aussi sont, comment je vais dire ça, aide-moi un peu d'aider. Comment? Oui, pour les retraités au fait. D'accord. Est-ce que les retraités ont droit à ces avantages-là? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Plutôt intéressant comme question. Très intéressant comme question, surtout venant de quelqu'un qui est très loin de la retraite. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne celle-là, c'est une bonne punchline. Mais ça veut dire simplement que l'IN anticipe et prévoit sur le long terme, et c'est tout à son honneur. Bravo l'IN. Alors, pour beaucoup d'entreprises, les avantages qui sont offerts aux salariés sont destinés uniquement aux salariés. D'accord. Il y a une déconnexion entre les avantages offerts aux salariés et ceux offerts aux retraités. Mais dans la liste ou dans les mécanismes d'avantages qui existent, il y en a qui permettent de préparer la retraite. D'accord. Donc notamment les avantages
liées à la retraite complémentaire. Vous avez des entreprises qui proposent la retraite complémentaire à leurs salariés, ce qui leur permet, soit par une contribution mixte entreprise-salarié, soit par une contribution entière de l'entreprise, de permettre aux salariés d'être plus confortables une fois qu'il ne sera plus en situation d'exercice. Donc, l'avantage ne lui est pas concédé ou transféré lorsqu'il est à la retraite, mais pendant qu'il est en service, l'avantage lui permet de préparer cette retraite-là. Ça, c'est le premier élément. Et il y a des entreprises qui ont une vocation sociale très poussée, qui mettent en place des dispositifs qui sont destinés uniquement aux salariés aussi. Par exemple, on peut décider de prolonger la couverture santé, même quand la personne part à la retraite. Il y a ces régimes-là qui existent. On peut permettre aux salariés d'être distributeurs des produits de l'entreprise une fois qu'ils sont à la retraite. S'ils veulent se reconvertir dans le commerce, on peut leur faciliter l'installation et les intégrer dans notre pool de distributeurs, par exemple. Il y a des mécanismes qui existent. Donc, fonction de l'entreprise, de ses missions, mais aussi de ses objectifs sociaux ou pas, les avantages qui sont mis à la disposition des retraités peuvent être plus ou moins importants. Mais tu as raison, le principal objectif lorsqu'on met des dispositifs de ce type-là en place, c'est avant tout pour retenir, fidéliser et motiver les salariés qui sont en exercice. D'accord, c'est parfait. Okay. Alors, ça c'est très bien, c'est une bonne transition qui va nous permettre de chuter sur la partie du talk show et puis revenir tout à l'heure pour parler du coaching, notamment sur les aspects qui sont liés à la situation d'entretien, sur la question qui est l'objet de beaucoup de candidats. D'accord? Avec la permission de Dadier, on reviendra pour la question qu'il a posée tout à l'heure.